Bonjour. 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 On attend peut-être encore. Non, je pense qu'on peut y aller. Je pense qu'on est bien au niveau des participants. Alors, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle session du Lauréat Hub. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Emma, donc la responsable du club. Pour ce webinaire, je suis accompagnée de Benjamin Saramagna et de Émilie Mortier, qui sont consultants et responsables produits Milo chez Lauré. Bonjour à Euh, tous. Bonjour. Aujourd'hui, vous avez un chat qui est à disposition pour poser vos questions, mais on va surtout vous demander de prendre la parole et de participer activement au débat, car la session va s'articuler autour d'un atelier de co-création afin que vous nous aidiez à améliorer Milo selon vos besoins. Pour que l'exercice soit efficace et agréable, on l'a découpé en plusieurs grandes étapes et on a déterminé un temps alloué. Vous le verrez sur chacune des phases, ça sera indiqué sur la présentation. Et de mon côté, je garderai un œil sur le chronomètre pour vous prévenir quand ce sera l'heure de passer au sujet suivant. Et l'idée, c'est vraiment d'avancer ensemble sans se laisser déborder et surtout que vous participiez au maximum. Avant de commencer, je voulais vous parler rapidement du Lauréhub. Donc, le Lauréhub, c'est une association loi 1901, donc totalement indépendante de Loré. Notre conviction, c'est qu'utiliser une solution Loré, c'est une nécessité, mais copiloter son évolution, comme aujourd'hui avec vos pairs, c'est une opportunité. Donc, on l'a posé vraiment comme un espace dédié pour parler expertise avec d'autres professionnels qui utilisent Alphonse, Optitax ou Milo au quotidien. Pour vous faire vivre ce partage, nous vous donnons rendez-vous chaque mardi pour les mardis du Hub. Et la petite précision qui est importante, c'est que ces webinaires, ils sont actuellement ouverts à tous, mais ils seront bientôt destinés uniquement aux membres du club. Donc la bonne nouvelle, c'est que l'adhésion, elle est gratuite pour les membres pionniers, pardon. Je vous encourage donc vivement à sauter le pas pour continuer de profiter de ces échanges. Je vais vous mettre le lien du bulletin d'adhésion dans le chat. Et je vais laisser la main aux experts, donc à Émilie et Benjamin. Et comme je le disais plus tôt, je vous encourage vraiment à participer pleinement aux échanges d'aujourd'hui pour faire avancer les choses. Voilà. Merci Emma. Bon, encore une fois, bonjour à tous. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire, c'est d'échanger sur les différentes demandes d'évolution qui nous ont été adressées. Donc, évidemment, en 1 heure de temps, on ne va pas pouvoir dresser toutes les demandes d'amélioration qu'on a de notre côté. Donc, aujourd'hui, on en a sélectionné quelques-unes sur lesquelles on a besoin d'avoir des retours consolidés de la part de nos clients pour s'assurer d'aller dans la bonne direction et, voilà, et surtout de co-construire l'application. Donc aujourd'hui, on en a dressé quelques-unes qu'on va justement vous partager. Et l'idée, c'est de laisser place aux échanges et de répondre aux différentes interrogations. Ok, bah très bien. Donc du coup, on va démarrer avec la partie 1, la gestion des actifs et les référentiels. Donc dans cette partie, il y a deux thèmes et on va commencer par le premier, le besoin de pouvoir modifier le propriétaire d'un actif. Donc Benjamin, je te laisse planter le contexte. Yes. Du coup, aujourd'hui, vous le savez, donc lors de la création des actifs, vous renseignez donc l'information du propriétaire. À aujourd'hui, ce champ est non modifiable. Ce qui fait que dans le cas d'une cession notamment, on a l'obligation de venir recréer l'actif à part entière. Donc ça, c'est un sujet qui nous a été remonté à plusieurs reprises. Et donc, on réfléchit à changer ce fonctionnement pour faciliter notamment le cas des cessions. Voilà. Émilie, je Très te bien. laisse compléter. Super, merci. Donc moi, de mon côté, je vais essayer de creuser un peu avec vous pour voir ce qui est, si on a, pour voir si on comprend bien ce que vous voulez et quelles sont les conséquences qu'il pourrait y avoir sur Milo. Donc dans un premier temps, dans quel cas avez-vous besoin de changer le propriétaire d'un actif? Est-ce que c'est que dans le cas d'une session ou il y a d'autres cas? Et là, du coup, je vous laisse la main pour me répondre. Alors, du coup, éventuellement, soit on vous laisse prendre la main directement et la parole, soit je vous invite à lever la main. Là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir vos retours consolidés, donc surtout, n'hésitez pas à prendre la parole. Parce que je pense que le cas d'une session arrive chez tout le monde. En l'occurrence, je pense que recréer un actif à part entière n'est pas forcément le plus facile.
Voilà, mais est-ce que vous avez des cas de vente partielle, des corrections juste administratives, de la restructuration du SI, d'un groupe, qui font aussi que vous devez changer aussi le propriétaire au niveau de l'actif? Ou est-ce que c'est que le cas de la cession? Et Alors, si vous ne voulez pas prendre la parole, vous pouvez aussi écrire vos questions dans le chat et on les lira à haute voix et on y répondra. On y répondra. je crois de mémoire. Oui, du coup, Margot. Nous, côté Swiss Life, on confirme qu'on a bien le cas du changement de propriétaire qui existe. Après, nous, on a une interface, donc à chaque fois, on recrée effectivement nos actifs. Par contre, si je m'écarte peut-être un tout petit peu, nous, on change plus souvent le PM que le propriétaire. D'accord, ok. Oui, ça, aujourd'hui, effectivement, c'est ça pour ce sujet-là, c'est effectivement quelque chose qui est chez nous. Et si je ne dis pas de bêtises, on a prévu de rendre effectivement cette information modifiable pour la partie PM et asset. Euh, alors, de mémoire, ce sujet avait été remonté alors, par Vectura qui n'est pas présent aujourd'hui. Et peut-être de mémoire IDEC, je ne sais pas si je me trompe. Alors, il y a Anne Oui, Charbonnier alors, qui. oui, voilà, Nathalie n'est pas là. Mais effectivement, nous, on a des cas de cession d'actifs. D'accord, et c'est que dans le cadre d'une session. Ouais, c'est que dans le cadre d'une section. On n'a pas eu de vente partielle, ni de. Voilà, on a eu là récemment 2 actifs qui ont été vendus, on a tout recréé. D'accord, ok. Bon, bah alors si c'est principalement le cas d'une session totale, moi, j'ai C'est ça. bien le cas en tête. C'est très bien, merci. Et, Et maintenant, et j'aimerais. juste, Pardon. juste Vas-y, quand même, termine. pardon, pour être sûr, alors du coup, le sujet avait été remonté. Est-ce que chez d'autres clients, vous avez d'autres cas qui sont autres qu'une session totale ou on est vraiment dans ce même cas de figure? Est-ce que vous avez des éventuels autres cas? Alors bonjour, pour Vivalto Santé, on n'a pas d'autres cas, c'est que des sessions totales. D'accord, ok. Ça marche. Bon, on reste dans le cadre d'une session, en fait, vraiment totale. Donc, très bien. C'est clair pour moi, du coup. J'aimerais bien qu'on parle des dates maintenant. Donc, à partir de quand, par exemple, le nouveau propriétaire, il est actif? Est-ce que c'est à la date de signature, à la date de transfert? Il y a des dates comptables. C'est pour savoir, voilà, quel est tout le processus au niveau de la session et à partir de quand vous changez le propriétaire dans Milo? Ah bah, nous, clairement, on change sur la date de cession, sur l'acte notarié. D'accord, donc dès que l'acte il est signé, enfin la date de signature de l'acte, La date de cession qui est portée dans l'acte notarié, oui. D'accord, ok, c'est très clair. Est-ce que vous avez d'autres cas? Non, ok, donc c'est la date de cession. Ok, c'est très clair pour moi, merci. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des effets rétroactifs? Alors, je m'explique. Vous avez signé une vente le 1er juin, mais avec une prise d'effet au 1er janvier. Est-ce que c'est des cas qui arrivent régulièrement? Est-ce que vous avez déjà eu ce cas dans toute votre vie? Le cas ne me vient pas en tête, mais ça peut. Ça peut arriver, d'accord. Il faut le garder en tête, oui. Oui. Ça peut D'accord. arriver. Ok, et du coup, ça implique quand même ça implique quoi de votre côté? Parce que si par exemple du 1er janvier au 1er juin, j'ai eu des encaissements, des factures, l'actif a vécu en fait. Donc, qu'est-ce qui se Ah passe bah, dans ces là, cas-là? clairement, on en a un là un actif qui vient d'être cédé au mois d'avril. Donc, on fait, par exemple, toutes les dépenses ou tous les quittancements qui ont été faits, ça rentre dans l'acte. C'est-à-dire qu'il va y avoir une dette qui va être sur le nouvel actif. Et puis, D'accord. tout ce qui va arriver après, on va refaire de la refacturation. Juste pour revenir, c'est pas c'est HW là, pour nous, c'est pas possible qu'un actif soit avec effet rétroactif. Sinon, on est obligé d'ouvrir l'acte avec les notaires. Il peut pas, parce que ça sous-entendrait qu'il y a 2 propriétaires à un moment, donc c'est pas possible. Non, alors il y a eu une cession et puis après, oui, l'acte. Alors j'ai pas d'exemple qui viennent en tête, mais Pour nous, s'il y a eu une session, il y a eu un acte notarié. S'il y a eu un acte notarié, ça veut dire que c'est forcément publié. Donc, à la date de cession, oui, c'est le bail qui peut être rétroactif, mais la cession, c'est la cession. Ouais. Exactement. Je pense que c'est important parce que justement, ça peut vraiment tout à fait. créer des. Oui, tout à fait. Ok, donc la plupart du temps, il n'y a pas d'acte, il n'y a pas d'effet rétroactif. On n'a jamais. Mais c'est pas peut possible, avoir en fait. ce cas. Ok, d'accord, c'est très clair. Ok.
Qu'est-ce que vous avez besoin de garder? Avez-vous besoin de voir qui est le propriétaire à une date donnée? Enfin, est-ce que vous avez eu déjà des contrôles fiscaux, des audits, où vous avez besoin de dire bah, de cette période à cette période-là, c'était le propriétaire X, et de cette période à cette période-là, propriétaire Y, par exemple. Est-ce que vous avez déjà eu des cas En cas de où contrôle, je pense qu'on passe sur les services compta. Nous, en gestion locative, D'accord, vous n'avez pas besoin de garder un historique forcément des après, c'est propriétaires. bien Oui, quand même. c'est un plus, mais c'est pas C'est quelque un chose qui plus, vous effectivement. dérangerait dans Là, l'utilisation. notre actif qu'on a été obligé d'arrêter, on ne voit plus effectivement toutes les dépenses, on ne voit plus tout ce qu'on avait pu enregistrer sur Milo. Mais après, on a toujours, en cas de contrôle, on a d'autres moyens quand même que. D'accord, ok. Je vois une main levée. Ouais, alors c'est Wafa qui a levé la main. Oui, bonjour, à Wafa du Cocronet Vernet. Alors nous, ça nous est déjà arrivé de notre côté d'avoir un audit et ils auraient aimé avoir l'historique des changements de propriétaire. Donc D'accord, cette ok. information-là pourrait nous intéresser. Ok, donc c'est quand même un plus. Oui, ça peut arriver qu'il y ait des audits, et c'est vrai que si on retrouve l'information très facilement, ça peut Oui. faciliter la vie. D'accord, ok. Oui. Très bien. Excusez-moi. Merci. Oui. Je vous levais encore. Non, je sais pas, on t'a pas levé là. Non, la question c'est voilà, merci. Non, la question c'est je crois que je comprends pas parce que ça veut dire que là on est dans Milo. Moi, quand je modélise mon actif, c'est que je suis propriétaire. Enfin, je veux dire, j'arrive pas à comprendre. Ça veut dire que c'est pour des cas pratiques, ça voudrait dire que nous, parce que là, on est tous gestionnaires ou propriétaires, donc on refait pas l'intégralité de l'historique de vente, enfin de propriété dans Milo. Non, vous la refaites pas, mais l'ancien propriétaire de l'actif, vous avez peut-être besoin de garder toutes ces informations. Pour une raison. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'aujourd'hui on peut mettre ça dans Milo. Le changement du propriétaire? Ouais. Aujourd'hui, en fait, on va. Pardon. Oui, vas-y, je t'en prie, Benjamin. Non, c'est qu'en fait, aujourd'hui, du coup, dans l'usage actuel, on va venir donc archiver ou désactiver l'actif initial. Donc, l'actif qu'on désactive est historisé, donc il est toujours en base de données. On vient recréer un nouvel actif avec le nouveau propriétaire. Donc, il y a une sorte de stockage et d'archivage de l'information pour répondre au cas d'usage actuel. Ok, donc en gros, c'est le même actif, mais par exemple, je suis une foncière et je vais changer de SCPI ou de fonds, par exemple, c'est ça? C'est ça. Et donc, voilà, donc c'est pas le même. En fait, l'actif, il continue pas. Enfin, c'est ça? C'est un nouvel On ne actif. sait pas encore. On n'a pas statué sur comment on allait faire, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on voudrait garder quand même un historique des données que vous aviez avant avec l'ancien propriétaire. Si c'est quelque chose d'utile, si vous nous dites que ce n'est pas du tout utile. C'est plus. En fait, ça veut dire que généralement, dans le cadre d'une vente, nous, quand on récupère un actif, quand on fait l'acquisition d'un actif, on récupère un actif, on a une transmission des données de la part du propriétaire précédent. Et donc, cette transmission de données, soit effectivement, l'ancien propriétaire était sur Milo, et à ce moment-là, il y a une certaine transmission qui peut être faite. Encore, ça va dépendre des dossiers qui sont mis généralement en data room dans le cadre d'une vente. Est-ce qu'il y a un droit d'être transmis? Mais sinon, je vois ce module-là uniquement dans le cadre d'une session intra-groupe, ou en tout cas Et même dans une session intra-groupe. Et dans une session intra-groupe, je crois que pour moi, ce serait presque. C'est bien d'avoir, entre guillemets, un nouvel actif, parce que justement, toutes les problématiques de cession, notamment de récupération des loyers au moment de la cession, tout ce qui est réédition et tout ça, il faut que ce soit clean. Là, si on fait ça, j'ai le sentiment qu'au contraire, on risque de jamais régler la situation. Et encore une fois, on est quand même régi par l'hypothèque. Donc, et un acte de cession qui est très clair avec donc, je comprends, je trouve ça super que, par exemple, moi, j'ai géré un actif, il change de propriétaire, il est encore sous ma gestion, j'ai l'historique de ce que j'ai fait avant, tant mieux, parce que comme ça, je vais en effet pouvoir être sûr que j'ai bien récupéré les loyers correctement, je peux même récupérer les anciennes quittances et tout ça, mais en revanche, d'aller entre guillemets, me récupérer l'historique sur mon nouvel actif, entre guillemets, je pense qu'on n'en a pas besoin.
D'accord, Ok. ok. Alors, Euh, juste pardon pour. Alors, du coup, encore une fois, là, l'objectif est d'identifier potentiellement une solution. Donc, est-ce que ça va être une duplication de l'actif existant? Enfin, voilà, on est ouvert à tout. Juste là, par rapport à ce qui vient d'être dit, est-ce que tout le monde est aligné ou est-ce qu'il y a des personnes qui ont une vision différente, juste pour avoir une vision consolidée? Juste avant d'avoir vos réponses, c'est le moment parce qu'il reste 3 minutes sur cette partie, donc allez-y, c'est le moment. Donc, visiblement, tout le monde semble aligné. Ah, oui, Margot. Oui, mais si on part sur de la duplication d'actifs, par exemple, nous, je sais qu'on est preneur de pouvoir dupliquer tout ce qui est CAPEX, Ok. qui est toujours notre sujet. D'accord, ok. Et beau, Très bien. j'imagine, surtout. Parce que s'il y a bien une chose qu'on va racheter, c'est bien les beaux, potentiellement. Ok. Mm. Très bien, bah, c'est clair en tout cas. On se posera la question de l'historique. Est-ce qu'on l'isole, est-ce qu'il l'isole pas? Pour l'instant, on a bien pris en compte tous vos points pour essayer de trouver une solution qui conviendra à tout le monde. Donc, il nous restait 2 minutes, c'est bien ça? Oui, C'est bien après, ça, si Emma. c'est Ok. fini sur ce sujet, on peut avancer, mais il Ok. restait 2 minutes là. Ok. Donc, si je résume, si je fais un petit point de synthèse, du coup, vous avez besoin de changer le propriétaire la plupart du temps pour une cession. Il n'y aura pas d'effet de rétroactivité. Et à voir, du coup, la question se pose, il y a un point de vigilance, donc du coup, pour voir si on garde l'historique ou pas. Euh, voilà, ça, c'est un point qui reste en suspens et on va essayer de voir comment aborder le sujet de notre côté. Est-ce que j'ai bien synthétisé? J'ai rien oublié normalement, je pense. Ok. Du coup, on peut passer au deuxième thème. C'est, hop là, lier les surfaces de l'actif. Donc, Benjamin, pareil, je te laisse peut-être Ouais. planter un peu le contexte. Je sais qu'il y avait eu des demandes. Absolument. Oui, alors des demandes qui ici émanaient de groupe GC qui n'est pas présent, sauf erreur de ma part, qui sera arrivé potentiellement entre-temps. Là, aujourd'hui, le sujet des surfaces, c'est qu'on a donc la surface totale des lots, qui est donc aujourd'hui l'élément qui remonte dans les KPI lorsque vous arrivez sur la fiche de l'actif. Et il y a également la notion de surface qui est alimentée au niveau de l'actif. Au niveau de l'actif, c'est de la saisie manuelle. Quand les éléments de surface, eux, donc qui atterrissent notamment sur la fiche immeuble et dans les rapports, est calculé en fonction de la surface totale des lots de votre actif. La question qui se pose ici est donc de la pertinence de la surface qui est renseignée manuellement au niveau de l'actif et est-ce qu'on ne ferait pas des liens entre les deux surfaces différentes? Voilà, je te laisse compléter éventuellement, Ouais, Émilie, super, pour merci. préciser. Donc aujourd'hui, dans Milo, la surface d'un actif, elle est libre, elle est renseignée manuellement, ce qui ne convient pas forcément à tout le monde. L'objectif, c'est de répondre à deux besoins différents. Il y a certains clients, je pense que comme vous, Margot, vous souhaitez toujours garder la maîtrise et saisir manuellement la surface de l'actif, puisqu'aujourd'hui, enfin, tout n'est pas forcément importé sur Milo. Et d'autres clients qui ont tout leur patrimoine dedans, dans Milo, du coup, veulent que ça soit calculé automatiquement à partir des lots, pour éviter une ressaisie, le fait qu'on se retrompe. Donc, nous, ce qu'on vous propose pour répondre à ces deux besoins, c'est de pouvoir paramétrer au niveau de l'administration le mode de calcul de la surface de l'actif. Donc, soit ça sera un calcul automatique via les lots. Donc, là, le champ de la surface au niveau de l'actif sera plus modifiable puisqu'il viendra automatiquement faire la somme de l'ensemble des lots occupés et vacants. Le seul bémol à cette solution, c'est que les lots qui ont des unités ne seront pas pris en compte, comme les parkings, les caves, par exemple. Donc ça, et tout sera toujours calculé automatiquement. Vous rajoutez un lot, la surface de l'actif se mettra à jour. Ou sinon, vous aurez le choix aussi de pouvoir saisir manuellement, si vous avez choisi cette option-là. Et ça restera comme aujourd'hui, vous saisissez manuellement la surface de l'actif. Elle sera complètement indépendante de la surface des lots. Et du coup, pardon, petite précision. Donc aujourd'hui, pour synthétiser, donc la surface qui est renseignée au niveau de l'actif est utilisée pour calculer les ratios par mètre carré au niveau des budgets et des PPA, quand l'autre surface qui est calculée par les lots est utilisée donc dans les rapports et partout ailleurs dans l'application. Voilà. Donc c'est vraiment pour homogénéiser en fait la donnée. Voilà. Bon, du coup, je sais plus. Oui.
Alors, Allez-y. j'ai entendu que nous, on était le cas particulier, visiblement, qui a l'air d'être le bottleneck pour ce sujet. Il faut savoir que nous, on envoie aussi la liste des lots Vous pour envoyez tout ce qui toujours est tous les envoyé lots? pour le PM interne. Pour nos PM externes, effectivement, peut-être que c'est une surface totale, mais peut-être qu'il y a des solutions à trouver parce que c'est de la saisie de l'actif directement dans Milo, et là-dedans, on est vraiment sur le cas général. D'accord, ok, parce que justement, j'avais essayé de challenger en interne, où il n'y avait pas que vous, mais on n'était pas sûr à 100% qu'on recevait l'ensemble des lots pour tous les actifs et que ça pouvait, si on forçait justement le calcul automatique, ça pouvait pénaliser en fait certains d'entre vous en fait. Faudra peut-être juste qu'on fasse une petite non-régression, vérifier qu'on a bien les mêmes surfaces et qu'on n'a pas d'écart. Sinon, ça casserait votre facturation. Oui, exact. Alors, Clément, Mélanie, ouais. Ouais, petite question, nous, de notre côté. Donc, juste la somme des lots, Oui. si je ne me trompe pas, dans Milo, c'est les lots qu'on attribue à l'état locatif. Pas du tout. On peut C'est mettre les lots tout. c'est la surface des lots qui sont présents sur l'actif. Qui Ok, sont mais du coup, vacants et occupés. Parce que Vacants les et occupés. archivés, selon le Ouais. statut. mais nous, on a un problème sur les immeubles de bureaux quand on a par exemple, quand on a un restaurant d'entreprise, quand on a une salle fitness, toutes ces parties communes-là, elles font bien le taux. Donc, en fait, nous, on est obligé d'avoir plusieurs types de ratios. Parce que si je prends un PPA, si je veux un ratio par mètre carré, je vais avoir plein de surfaces différentes. Je ne peux pas avoir le même ratio pour tout. Mon ERV, enfin mon loyer au mètre carré, il va être calculé sur mes surfaces locatives. Alors que j'en sais rien, moi, mes travaux, ils peuvent être sur l'intégralité de mon immeuble. Et donc en fait, on a beaucoup de surfaces différentes qu'on utilise. Alors, donc, il vous faudrait avoir la main justement sur cette surface manuelle pour justement adapter les. Ça, c'est sûr qu'on va la garder manuelle. Ok. Mais ce qui m'inquiète, c'est quand vous dites que dans les rapports, c'est vous qui décidez sur quelle surface on a les ratios. Aujourd'hui, en fait, c'est la surface qui est utilisée, c'est la surface des lots. Aujourd'hui, c'est ça. Ouais. Et sur le PPA et budget, c'est la surface qui est renseignée au niveau de l'actif. Donc ça, aujourd'hui, ça pose problème. Alors ça fera l'objet d'autres discussions. On récupérera les données en API et on fera nos rapports, je pense. Mais je pense que c'est pas si. Je suis pas sûre que malheureusement on puisse s'en sortir qu'avec ces deux surfaces. Et honnêtement, nous, on n'a pas du tout assez encore fouillé le sujet pour pouvoir vous dire exactement ce dont on a besoin. Okay. Mais en tout cas, nous, manuel, c'est important de garder manuel parce que la réalité aussi, c'est que cette surface-là, elle est en général sur nos présentations, on va dire, globales de l'actif et ça arrive très souvent que l'actif soit pas présenté avec le total de surface lot, quoi. Ok. Bon, du coup, ce que j'entends, la saisie manuelle serait quand même l'usage à peu près courant. On pourra rechallenger avec les personnes qui ont fait la demande pour voir si c'est vraiment utile de changer tout ce mode de calcul en attendant que certains d'entre vous aient mis les choses à plat pour nous parler des ratios justement. Alors, peut-être juste pour compléter, aujourd'hui autour de la table, est-ce qu'il y a des personnes qui sont dérangées par cette double donnée? Alors, d'une part au niveau de l'actif et une part par le calcul de la surface des lots, ou sinon, là, de ce qu'on se dit, c'est conforme pour tout le monde d'avoir ces deux surfaces distinctes. Il y a quelqu'un qui lève la main. Alors, c'est Clément, mais je pense que c'est l'échange précédemment. On vous écoute. Non, je pense que c'est Clément et Mélanie qui viennent de parler et la main est restée debout. Elle est restée debout. Ok, nickel. Bon, mais du coup, je pense que c'est bon sur ce sujet. Désolée. Non, pas de souci. Je découvre l'usage de la main, je suis pas du genre en général à lever la main, c'est pour ça. Je suis pas poli. Je suis pas poli. Ok, d'accord. Bon, écoutez, à rechallenger du coup, puisque la saisie manuelle pourrait rester et pourrait être acceptée pour tout le monde. Il faudra qu'on rechallenge du coup avec les personnes qui ont demandé. Très bien. Merci à tous sur ce sujet-là, c'est clôturé. Normalement, on doit être à peu près dans les temps. Tout va bien, j'ai rien dit parce qu'on est dans les temps. Voilà. Alors, du coup, on va passer à la deuxième partie qui est la comptabilité et la gestion financière.
Donc pareil, ici on a 2 thèmes. Le premier thème qui va être abordé, c'est le solde antérieur. Donc je sais qu'il Oui. il nous fait encore des frayeurs, ce Oh. solde antérieur. Donc je vais laisser Benjamin en parler pour déjà bien planter Oui. le contexte. Alors Et effectivement, voilà. pas un petit sujet. Je pense que voilà, il vous concerne tous. Alors juste pour récapituler rapidement, je pense que voilà, tout le monde connaît plus ou moins l'usage de ce solde. Aujourd'hui, donc ce solde remonte sur les factures. Donc il se présente comme mentionné. On a le total facturé sur la facture, le solde antérieur et ce solde antérieur qui vient impacter donc le net à payer. Donc le solde antérieur que l'on remonte, c'est le solde du bail à la date d'édition de la facture. Et donc pour rappel, ce solde, c'est un paramétrage où il est possible de le masquer ou de l'afficher. Concrètement, on a eu beaucoup de retours sur ce solde, avec donc des retours positifs, mais aussi des retours négatifs, notamment. Juste, tu peux préciser, tu dis qu'il est à afficher ou à masquer. Il n'y a pas Oui. une règle pour tout l'actif ou pour tout le. Non, Non, aujourd'hui, alors oui, je peux préciser, il est soit affiché, soit masqué au niveau du patrimoine. Aujourd'hui, c'est Ah, ça. c'est ça. Ça, Ouais, c'est bien aujourd'hui, c'est ça. spécifique. Oh, alors, ok. Effectivement, suite au LOREB, on avait discuté pour redescendre ce paramétrage au niveau de l'actif, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, c'est un ticket qui est chez nous. Et donc, il y a vraiment un cas d'usage aujourd'hui qui est identifié de notre côté sur un sujet qui peut être problématique. C'est lorsqu'un locataire peut, par exemple, payer en avance. Pour essayer d'illustrer le cas simplement, par exemple, donc aujourd'hui, on est le 19, une facture est émise de 10 000 euros. 10 000 euros qui est exigible, on va dire, au 1er juin. Et on va dire qu'aujourd'hui, le solde est à zéro. Donc le net à payer est de 10 000 euros. Demain, le locataire paye, il paye ses 10 000 euros. Donc le solde du locataire est à zéro. En l'occurrence, le solde affiché, lui, sera créditeur de 10 000 euros parce que le locataire aura payé, on a reçu le paiement, mais la facture, elle, est exigible qu'au 1er juin. Donc, en fait, le solde du locataire à date sera créditeur de 10 000 euros. En fait, le cas qui pose problème, c'est si, entre-temps, on réémet une facture, on va récupérer donc un solde créditeur de 10 000 euros. Et si on réémet une facture le 21 de 10 000 euros, alors sur la facture, il y aura donc un total facturé de 10 000 euros, un solde antérieur qui sera cette fois-ci créditeur, encore une fois, parce que la facture, elle, du 1er juin n'est pas encore exigible, et donc le net à payer, lui, sera de zéro, alors qu'en réalité, le locataire doit bien 10 000 euros. Donc ça, c'est ce cas aujourd'hui qu'on a clairement identifié. La question est de savoir, est-ce que c'est problématique dans un autre cas d'usage? Et si oui, être sûr de bien comprendre les différentes problématiques que vous pourriez rencontrer pour justement identifier les axes d'amélioration, puisqu'on en a déjà discuté, ça fait un petit peu redite pour certains, mais aujourd'hui, on n'a pas de vision partagée et de solution clairement identifiée. Donc voilà pourquoi le sujet est de retour autour de la table. Donc là, voilà, je pense que chacun d'entre vous avait certains sujets avec ce solde antérieur, donc surtout n'hésitez pas à prendre la main et à nous en dire plus. Qui veut se lancer? Bah, clairement, nous, on a supprimé parce Ouais. que entre les avoirs et effectivement les locataires qui payaient avant la date d'exigibilité, on a eu trop de soucis, surtout pour les factures qui passaient dans des plateformes. Le montant était jamais le bon. Après, plutôt que de parler de date d'exigibilité, il faut peut-être parler de date d'événement. Et puis alors là, ça fait très longtemps nous qu'on a supprimé le solde antérieur et je me rappelle plus dans le cas des avoirs comment, mais je crois qu'on avait des soucis aussi quand là je me souviens Ça, plus. ça va être le même mécanisme en fait, en fonction Ouais, voilà. de l'avoir quand il est édité. Mais en fait, on va prendre le solde à date. Je vois que pareil, côté Arac Occitanie, le solde aussi était masqué. Donc là, aujourd'hui, effectivement, donc, on est toujours de ce que vous me dites sur le même cas, en fait, quand plusieurs écritures viennent s'accumuler avec un élément qui a une date d'exigibilité dans le futur. Alors, je vois, pareil, Mélanie, Clément, vous avez levé la main. Non, mais j'avais levé la main parce que déjà la première question c'était est-ce que
question pour tout le monde. Est-ce que le fait que on affiche le solde ou pas au niveau même actif n'est pas déjà un problème? Est-ce que, par exemple, on peut imaginer que le fait, je sais pas moi, sur un portefeuille où j'ai 150 locataires, si j'ai 2 locataires qui posent problème, globalement, je serais peut-être très contente d'afficher mon solde sur 148 locataires et pas deux. Alors après, encore une fois, moi aujourd'hui, j'ai pas un patrimoine sous gestion de plusieurs milliers de locataires. Donc peut-être que si j'en avais plusieurs milliers, ce serait problématique. Mais en tout cas, je pense qu'une flexibilité sur par défaut l'actif, mais je peux décocher un locataire avec un tracking qui fait que je sais quels sont les locataires. Je peux quand même checker avec un export quels sont les locataires qui ont un solde ou pas affiché. Je pense que ça pourrait nous aider parce que quand même, moi, et je me souviens qu'on a eu cette discussion, si pour toutes les procédures judiciaires qu'on engage, on est obligé quand même de sortir un état quand même un solde locataire particulièrement détaillé avec un solde. Et en général, le fait de de pas l'avoir sorti avant, c'est quand même problématique. Donc je sais pas comment dire, je sais pas si la solution de se dire on peut pas le mettre parce que ça pose problème. Je suis pas sûre qu'il faille pas quand même qu'on réfléchisse à une vraie solution pour avoir un solde qui représente quelque chose. Et de mémoire, lors de la discussion lors de votre événement, Charlotte disait, je trouve à juste titre que dans Payfit, je veux dire, aujourd'hui, sur les feuilles, les fiches de paye, qui sont des choses ultra compliquées, on a réussi à sortir quelque chose qui veut dire. Donc je pense que la profession devrait être capable de dire, voilà, ce que c'est qu'un solde locataire, quoi. Je me dis, on doit pouvoir être d'accord tous de qu'est-ce qu'on veut montrer, quoi. J'ai l'impression. Ouais. Alors, bon, pour prendre point par point, est-ce que déjà alors, ça, c'est un ticket qu'on a chez nous, mais est-ce que, effectivement, descendre l'option d'afficher ou de masquer le solde au niveau du bail au sein de chaque actif, est-ce que ça, c'est déjà un axe d'amélioration qui pourrait convenir à tout le monde et limiter, en fait, les problématiques vis-à-vis de ce solde? Ok. Ça, Donc, gros axe d'amélioration, ouais. Bon, je vois aussi pour Araco Occitanie, c'est le cas. Mais est-ce que c'est des cas qui arrivent régulièrement d'avoir des encaissements en avance, Tous les gros locataires. Tous les bons locataires, mais il y en a beaucoup alors. Non, mais tous les gros locataires. Non, mais franchement, nous, c'est le cas quasiment. On quittance 45 jours avant. C'est rare qu'on ne soit pas payé en avance. D'accord, ok. Et la problématique, c'est vraiment que le solde, le net à payer est impacté par le solde antérieur. Si aujourd'hui le net à payer n'était pas impacté, parce que là, ce que je comprends dans l'exemple, si on reprend l'exemple de Benjamin, c'est qu'il y a une facture qui est émise et du coup le locataire pense qu'il a rien à payer alors qu'il va devoir payer des choses au prochain quittancement, par exemple. Donc moi aussi, je me pose la question en me disant, est-ce que c'est pas le solde antérieur est peut-être intéressant et peut-être qu'il faut qu'on trouve une autre définition. Mais aujourd'hui, la problématique, c'est que le solde antérieur impacte vraiment le net à payer et que ça peut aussi être assez confusant pour le locataire. Complètement. D'accord, ok. Mais juste, est-ce qu'on a tous quand même envie d'avoir le solde antérieur? C'est-à-dire que dans un solde locataire, on est capable de dire, je prends un exemple, j'ai un locataire qui est je sais pas quoi, qui est pas d'accord sur une refacturation d'assurance en début d'année, et toute l'année, on est encore en train de discuter avec lui, il paye tout le reste, mais on a ce solde d'assurance qui reste. Moi, j'ai quand même envie de le voir, quoi. La seule chose, c'est que comment je peux l'isoler pour être bien sûr que ce soit ça. Et c'est là où je pense qu'il faudrait quand même se poser avec quelque chose d'un peu graphique. Parce que je ne sais pas si finalement, en tout cas, un chiffre, solde intérieur, ça ne peut pas exister. Ça, c'est ce qu'on est tous en train de se dire. Au minimum, il faudrait avoir ce qui est dû à date. Parce que je prends l'exemple typique, c'est la taxe foncière, quoi. La taxe foncière, le remboursement de la taxe foncière qui arrive au T4. En général, j'ai quelqu'un qui peut tout à fait avoir payé son T1 2020, son T1 de l'année d'après, et au moment où je vais facturer la taxe foncière, le montant sera inférieur à son. Donc je vais en plus avoir un solde qui va être créditeur, quoi, avec le montant de taxe foncière à rembourser. Donc je sais pas si c'est la typologie des facturations. Est-ce que je dois faire un total loyer à date, un total, je sais pas quoi, moi, refacturation, j'en sais rien, mais je me dis, il faut peut-être qu'on regarde déjà
est-ce que si on faisait plusieurs maquettes, on ne pourrait pas se mettre d'accord sur. Vous voyez mon point? Oui. Après, On peut essayer de trouver, on peut essayer de rechallenger bien, mais par exemple, avoir le solde antérieur en informatif, en titre informatif sur une facture, sans que ça impacte ce que doit payer le locataire, est-ce que ça serait quelque chose qui pourrait être aussi envisageable? Est-ce que ça répond à tout? On peut Non, parce que revenir c'est avec... faux. Non, parce que c'est faux. D'accord. C'est le problème, c'est que l'exemple que je vous donne, c'est que c'est faux. C'est pas parce qu'il a payé son T1 2026 qu'il ne me doit pas la taxe foncière. oui. Donc je peux pas le montrer, ça. Ok. Non, du coup, là, de ce qu'on se dit, effectivement, l'impact sur le net à payer n'est pas bon parce que dans l'exemple de la taxe foncière, non, c'est pas vous qui lui devez de l'argent parce que la facture n'est pas encore exigible. Il va bien à terme vous devoir de l'argent. Donc, voilà, déjà, il y a l'impact sur le net à payer qui fausse les éléments. Après, donc, voir effectivement si c'est juste du wording. Parce que après, concrètement, au niveau du solde antérieur, on a quand même benchmarké un petit peu. En l'occurrence, c'est Émilie qui a benchmarké, qui a regardé ce qui se faisait sur la place. Et en l'occurrence, sur le calcul du solde antérieur, c'est ce qui se fait. Dans le sens où on prend effectivement le solde à date à l'édition de la facture. Donc voilà, c'est là où on a un petit peu la complexité de trouver la bonne solution et qui vous convienne à tous. Et Ouais, c'est pour simplifier la lecture pour le locataire, est-ce que vous pourriez pas mettre solde antérieur en date due pour qu'il sache au moins de quand date ce solde antérieur et je vais peut-être un peu loin, mais correspondant à la facture base FBase tiré. Alors, Là, ça, c'est je peut-être pense trop qu'on va compliqué. avoir Ou des aux difficultés factures. Ouais, parce qu'on va avoir des difficultés à nommer les factures. Suffit. Alors, ça peut arriver si, par exemple, il a décidé de payer tous ses loyers ou de ne pas payer ses charges, par exemple, et que du coup, on en a payé sur, je dis n'importe quoi, 15 factures. Ça va être compliqué de mettre les 15 numéros de facture. Ok. Et donc, et si on met dans le cas, donc, et si on met juste, comment dire, si on reprend un cas de j'ai payé en avance, Mhm. ah non, mais le problème, c'est qu'il faut qu'on ait le lettrage, quoi. Parce que, C'est ça. ouais, c'est ça, non, c'est ok. c'est ça. Donc, bah ouais, mais c'est le problème. Donc, ouais, donc en fait, à part le seul locataire, on est un peu fichu, quoi. Après, alors, déjà, je pense que de ce qu'on s'est dit, effectivement, permettre alors, ça ne répond pas à la solution, attention, mais de permettre de masquer ou pas au niveau du bail, ça va permettre déjà de diminuer, C'est clair. voilà, de diminuer les sujets. Et après, effectivement, il reste quand même le sujet de fond, qui est de se dire comment peut-on fonctionner pour être cohérent lors de l'envoi des factures. De ce qu'on se dit là, afficher le solde antérieur sans impacter le net à payer, c'est pas forcément la bonne solution, ça peut être confusant de ce que j'en retiens. Parce qu'on n'a pas la notion de quand même si le locataire doit ou pas de l'argent au final. Ah ouais. Ouais. J'interviens juste pour vous dire qu'il reste 3 minutes sur ce sujet. Ok, bon, on va On essayer n'a pas la d'avancer. solution, hein. Non. Non, on n'a toujours pas la solution. Ouais. Mais si vous dites que la place, parce que en fait, je pense que c'est quand même enfin, in fine, ça devrait être une pratique de marché un peu décorrélée des logiciels, quoi. Enfin, je veux dire, si tout le monde montre, parce que c'est intéressant la remarque tout à l'heure sur la plateforme, parce que c'est vrai que si c'est lu par des Oui, c'est ça. OCR et que bah ouais, parce que franchement, si à chaque fois le net à payer il est lu par des OCR. C'est ça le problème. C'est un vrai sujet, quoi. Ah bah c'est ça, on a eu des remboursements, enfin, ça a été un sujet, ouais. Donc franchement, c'est un très bon point quand même. Ok. Après, juste quoi qu'il en soit, là, parce qu'effectivement, on est limité peut-être par le temps. Je ne sais plus si Emma l'a précisé, on va vous envoyer aussi un typeform pour compléter et chacun pourra y répondre et mettre vos éléments. Comme ça nous permettra d'avoir une vision consolidée. Parce que ce point, en 3 minutes, j'ai bien peur qu'il ne soit pas concluant. Mais parce que voilà, c'est un sujet qui est quand même très impactant pour tout le monde. Et c'est vrai que c'est un cas qui n'est pas simple, et on le voit encore aujourd'hui, pour identifier une solution qui convienne à tout le monde. Et c'est compliqué de travailler. Pardon. Non, c'est bon, allez-y, je vous en prie. J'ai dit non, est-ce que c'est compliqué de travailler en date d'événement, date de facture, date d'encaissement,
date d'avoir, c'est le date seul. potentiellement remboursement. C'est-à-dire, par exemple, alors juste pour essayer de comprendre, ce serait dire à l'édition de la facture, on veut ramener le solde à telle date? Et comme Ouais, quand on regarde un extrait de compte, par exemple, Oui. ouais, c'est ça. on a la date de facture, la date d'encaissement. Si on réémet une facture et que l'encaissement de la première est intervenu avant la date d'exigibilité, on est à 0, quoi. Mm. Oui, ça pourrait. Alors, je parle pas techniquement, mais effectivement, ce Oui. serait de se dire que, par exemple, si on lance un quittancement à la date d'échéance du 1er juin, alors on va ramener le solde du 1er juin. C'est ça qu'on est en train de se dire, c'est ça? On est En en gros, train c'est de des se dates dire que si on a une date d'exigibilité au 1er juin et que notre client a payé, alors, j'exagère, le 20 mai, et qu'on ressort une facture le 25 mai, qu'on n'ait pas la facture du 1er juin qui rentre en compte parce qu'elle a été payée antérieurement. On marche en date d'événement. Mm. Ouais, la Date date, de ça serait plus une facture, date de saisie, quoi, la date de saisie ouais, de la bah, date de, facture. ouais, date de facture, date Ouais. d'encaissement. Même pas de saisie, mais ouais. Ok. Bon, écoutez, on prend le Je point. comprends pas, date de facture. Ça veut dire que j'ai ma facture qui a été émise 45 jours avant. Donc on considérerait qu'elle est due 45 jours avant, c'est ça? Bah, elle est due à partir de la date de la facture. Après, la date d'exigibilité, c'est on va dire, un arrangement. Enfin, mais dès qu'on émet une facture, la Donc, c'est facture, pas- elle est due. Est-ce que vous avez tous, enfin, tout le monde est OK avec ce principe-là? je Non, crois pas. pour le coup, je pense pas, parce que effectivement, on est régi quand même par les beaux consignes, et donc Ouais. du coup, la date d'appel enfin en tout cas la date de quittancement versus la date de règlement qui est due, c'est quand même régi par un cadre réglementaire, donc Et pour l'avoir fait quand quand les avocats nous demandent justement les comptes, clairement, si je suis au 15 décembre et que j'ai déjà émis ma facture du T1, elle n'est pas due. Le solde qu'on va réclamer sur le plan judiciaire, ce sera pas avec la facture qu'on a émise. Donc, je crains qu'on soit à la limite qu'on puisse nous reprocher après de ne pas avoir fait les choses correctement. Bah, justement, là, on arrive à la fin du temps imparti pour cette question-là. On va mettre un typeform en place pour que vous puissiez, même là, si vous avez d'autres idées qui vous viennent ou si vous n'avez pas eu le temps de parler ou si vous avez plus de choses à dire, que vous puissiez remplir le questionnaire et potentiellement, ça fera partie des autres questions qu'on aura lors d'un prochain atelier, voir comment on a avancé. Très bien. Du coup, là, on a parlé du solde antérieur, de l'impact que ça peut avoir sur les locataires. Donc, on va aborder la dernière thématique. C'est la visualisation du compte locataire, donc sur Milo. Donc, il faudrait que j'arrête. Hop. Je ne suis pas une pro encore en partage, mais si je vous montre hop, l'espace locataire et le compte et facture, est-ce que toutes les informations sont claires sur cette page pour vos locataires? Est-ce qu'il sait combien il doit, quelles sont ses prochaines Non. échéances? Voilà. Ah, clairement, c'est trop chargé, quoi, déjà. Ouais. Voilà, c'est vraiment. Enfin, voilà. Là, la notion de lettrage, on devrait pouvoir afficher ce qui reste réellement dû. Un locataire qui nous paye petit bout par petit bout, s'il nous demande à la fin, bah, qu'est-ce que je dois réellement sur quelle facture, on refait tout à la main, quoi. Alors, la notion de Ok, lettrage, donc vous l'avez normalement au niveau des factures. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un extrait de compte avec ou sans les écritures lettrées? Voir ce qui reste ouais, dû réellement, vous voyez? ça, Parce effectivement, que là, c'est long comme le bras, quoi. Quand on fait des relevés ou des extraits de compte, il y a tout. Oui. Ça, c'est un sujet qui a été effectivement remonté, donc ça fait sens avec les remontées d'autres clients. Mais ça, Et, c'est un autre document, parce que le détail des ouais. comptes, on est d'accord que normalement, un détail des comptes, il y a tout le détail, enfin, il y a tout enfin, voilà, il y a toutes les transactions, il n'y a pas le restant dû. C'est vraiment toutes les Ouais, ouais, ouais. les transactions dans un détail des comptes. Donc, ça serait peut-être un nouveau document, voilà, avec plus les lettrages, enfin, ça, Oui, enfin un après, sujet à mettre à plat. je vais vous parler en comptabilité, avoir un grand livre avec où on a les écritures lettrées, on a tout, Mm.
où on exclut les écritures lettrées, on a vraiment ce qui reste, quoi. Alors, du coup, ouais, cette information de lettrage entendue, et effectivement, ça fait partie des sujets qui sont déjà rentrés de notre côté. Bon, concrètement, là, des différentes remontées, il est clair que pour la plupart, cet écran n'est pas clair. Mais du coup, alors, n'hésitez pas à nous donner des informations sur ce qui pourrait être allégé, amélioré, la vision du sol. Enfin, n'hésitez pas à nous en dire plus pour le coup. Est-ce que vous avez déjà eu des locataires au téléphone qui ne comprenaient pas leur solde, qui comprenaient pas justement le compte et facture, qu'est-ce qu'ils vous ont remonté, qu'est-ce que vous avez besoin que le locataire voit en fait au premier coup d'œil, quoi. Allez-y. Karine a levé la main. Oui, bonjour. Nous, c'est vrai qu'on a eu plusieurs retours sur le fait que effectivement cet espace n'était pas lisible et compréhensible. On nous a souvent demandé, et même moi, ça serait peut-être une amélioration, à partir de chaque facture, l'écran facture, voir si déjà nous, on ne pourrait pas faire les encaissements à partir de la facture et que on puisse voir aussitôt si elle est réglée totalement ou partiellement. Là déjà, sur le compte facture, on aurait une visu peut-être qui répondrait aux attentes précédentes et même à ce que nous demandent nos locataires. D'accord. Ça, c'est déjà un premier point. Ouais. Et après, sur tout ce qui est quittancement, sur la facturation, ça suffit de voir ce qui a été réglé ou pas réglé. Peut-être c'est pas nécessaire de créer un autre endroit, quoi. Que tout soit fait sur le même écran. Alors, Ok. ouais, là, du coup, c'est juste pour préciser, là, on est vraiment sur l'écran visible par le locataire. Donc, c'est vraiment ce que le locataire va voir. Donc, on n'est pas sur la page facture, etc. Et juste quand même pour vous répondre, effectivement, ce point de pouvoir créer un encaissement à partir d'une facture, c'est un point qui est bien enregistré chez nous. Et voilà. Et après, vous Excusez-moi, pouvez voir ça veut ce qui dire est quoi, réglé ou pas réglé. Enfin, en tout cas, vous pouvez Oui, voir ce qui a été c'est ça. réglé, pas réglé, si c'est réglé partiellement. Ça, on le voit dans la page facture que vous avez, vous, au niveau gestion. Vous avez le solde par L'idée était facture. d'avoir tout au même endroit, quoi, en fait. Bon, au niveau facture, normalement, vous avez tout au même endroit. Vous savoir, enfin, après, il n'y a pas l'encaissement de pouvoir encaisser via une facture. Mais en tout cas, vous pouvez voir si la facture a été réglée partiellement. Vous pouvez voir Oui, aussi oui, ce tout à que fait. la facture a lettré. Qu'est-ce que ça Que veut ce dire soit un visible pour le encaissement via une locataire. facture? C'est de pouvoir, en fait, vous avez une facture, par exemple, de quittancement, peu importe, vous en avez une Ouais. facture de 10 000 euros, plutôt que passer par l'écran encaissement, saisir encaissement 10 000, pour les personnes qui n'ont pas de connexion et de remonter des encaissements, c'est Ah oui, pouvoir voilà. Ouais. passer depuis la facture, faire créer encaissement, on a directement le montant de 10 000 qui se lettre sur la facture et l'encaissement est Oui, créé. oui. Mais dans le cas d'une remontée de Oui, la... là, du coup, il n'y a pas Ah, pas de ok. sujet. Ok. Mais là, on est vraiment sur l'espace locataire. C'est ce que vos locataires voient, en fait. Donc, quand vous leur envoyez une facture, s'ils se connectent à leur espace locataire et qu'ils veulent aller voir leur état de compte, enfin, voilà, c'est là qu'ils doivent aller. Et voilà, est-ce qu'ils ont tout ce qu'il faut ou pas? Moi, j'ai bien compris que non, mais qu'est-ce qui manque? Alors, C'était ma question. On ne sait pas quelle facture, on n'a pas identifié tout de suite quelle facture est impayée. quelle facture est impayée, c'est ça? Impayée. Oui, Ok. ok. On a le Ouais, donc, solde dû, mais on n'a aucune info sur laquelle est payée ou pas. Donc, éventuellement, on pourrait penser à effectivement ajouter l'information de lettrage et avoir directement sur l'espace locataire un filtre impayé comme on a sur l'écran facture pour qu'il puisse visualiser uniquement les factures ou les morceaux de facture qui sont impayés. Si je comprends bien. C'est ça. Et après, on parlait aussi de la notion de solde. Maintenant, enfin, ça se fait aussi de plus en plus. Une notion de solde à venir, puisqu'aujourd'hui, enfin, les échéances futures ne sont pas prises en compte. Est-ce qu'il y a des choses soldes à venir pour prendre les échéances futures qui ont déjà été facturées? Est-ce que c'est des choses qui pourraient faciliter aussi leur vision? Juste pour revenir sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'en gros, là on est d'accord que là, il n'y a pas justement de lettrage. Non, là, il n'y a pas de rapprochement. lettrage. Non. Et là, il on a juste les factures émises et les encaissements bruts. Voilà, on a Absolument. aussi les avoirs.
Donc là, ouais. Donc là, vous dites tous que vous pensez qu'il faut que sur l'espace locataire, on affiche notre lettrage, entre guillemets. Donc ça veut bien dire que si c'est pas lettré, en temps et en heure, le locataire, il voit tout, quoi. C'est ça? C'est ça. Et vous êtes tous d'accord avec ça? Enfin, moi, je sais pas comment fonctionne. Mais ça voudrait dire quand même qu'il faut être... Enfin, je sais, tout le monde fonctionne au lettrage quasi quotidien, quoi, parce que... Oui. Nous, en tout cas, oui. Et alors, juste peut-être pour quand même préciser un petit point, c'est comme sur l'écran facture, là, il y aura la vision du solde. Alors, on pourrait du coup penser que si le lettrage n'est pas fait, on aurait un solde à zéro, mais du coup des écritures impayées. C'est ce qui est le cas actuellement aussi à travers Milo, c'est que si le lettrage n'est pas fait, la facture est considérée en impayé, alors que le solde pourrait être à zéro. C'est bon, quoi. De toute façon, on va vous laisser réfléchir sur le sujet. Pareil, c'est peut-être des choses qui doivent se réfléchir, se mûrir. Donc, voilà, n'hésitez pas, par contre, à nous faire des retours quand Emma vous aura envoyé le formulaire. Et du coup, juste petite précision, pareil, pour revenir sur ce que mentionnait Émilie. Donc là, aujourd'hui, vous voyez le solde dû de 204 444. Donc ce solde dû ne prend pas les factures qui sont avec une date d'échéance dans le futur. Donc en l'occurrence, celle du 1er juillet 2026. Donc on s'arrête à la dernière facture exigible. L'idée d'une mention solde à venir, donc vous l'aurez compris, c'est comme sur les outils bancaires. On prendrait donc le solde dit global avec donc les dernières factures exigibles. Enfin, les dernières factures qui ne sont justement pas encore exigibles. Pour À dire voir au si c'est locataire. quelque chose d'utile. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est utile, pas utile. Enfin, voilà, c'est des idées comme ça. Ce que font les banques, donc c'est intéressant sur notre relevé de banque. Est-ce que c'est intéressant d'avoir ça pour le locataire dans son espace compte et facture? Allez-y, Clément, on vous écoute. Petite question, c'est bien. Pardon. Comment on fait et comment ça marche pour les reprises de solde sur cet écran-là? La première. Alors, les reprises de solde, il les voit. Normalement, on doit les voir. Il ne voit pas les annulations, le locataire, toutes les annulations d'encaissement ou des choses. Mais normalement, les OD de reprise, il les voit. Voilà, je ne pense pas avoir le cas sur ce locataire-là. C'est un espace Mais de parce que là, démo. par exemple, nous, on a repris le property, donc on va commencer notre première écriture, entre guillemets, quand on ouvrira l'espace locataire, quand on sera grand, ça sera reprise de solde. Oui. Oui. Ok. Merci. Il n'y a plus qu'à tirer. Très bien. Alors, est-ce que rapidement, il y a d'autres. Est-ce que d'autres personnes veulent s'exprimer là sur le sujet de l'espace locataire? Est-ce qu'il y a d'autres points, des avis à partager? Ou est-ce que tout le monde est assez aligné avec ce qui vient d'être dit? Ça semble OK, du coup. Je vais reprendre la fin sur la fin de cette session, reprendre la main. Je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer en suivant. Donc déjà, j'aimerais, s'il vous plaît, on est un jeune club et on essaye de s'améliorer. C'est aussi la première fois que on fait ce genre de sessions, donc que vous notiez donc sur une échelle de 1 à 10 qui s'affiche en page 2, si vous avez été satisfait globalement de ce webinaire et comment on pourrait l'améliorer. S'il y a des notes en dessous de 8, je reviendrai vers vous pour avoir vos retours. Ensuite, en ce qui concerne le webinaire, vous aurez un replay demain et vous aurez également dans un mois un récapitulatif pour savoir où est-ce qu'on en est et on recommencera ce genre de session avec plaisir. Je voudrais également vous parler des prochains événements. Donc pour Milo, on se retrouve le 9 juin pour parler de la facturation électronique. Voilà, donc comment Milo s'est adapté à ça et comment bien se préparer pour le mois de septembre. Et pour les utilisateurs OptiTax, on se retrouve le 26 mai pour maîtriser la TASCOM. Voilà, donc je vous le redis, s'il vous plaît, laissez-nous des notes. Je crois que personne n'a voté. Ça nous aide beaucoup pour avancer. Et si vous avez quelques dernières petites questions, c'est le moment. Je crois qu'il nous reste 3 minutes.
trop occupés à voter. C'était Du coup, ouais. le pop-up que tu avais eu. Je sais pas. Pas d'autres. Oui, du coup, Merci. Mathis. Ouais, moi, j'aurais une question peut-être pour les autres utilisateurs Milo. Est-ce que certains sont concernés par des indexations composites sur vos loyers? Qu'est-ce que vous appelez des indexations composites? Où le loyer n'est pas que à l'ILC ou à l'ILAT ou l'ICC, on est concerné, nous, par des mix où on va avoir un loyer qui est à 50% ILC, 50% ILAT, ainsi que d'autres indices. Et pour quel type de lot? Ou quel type de baux, par exemple? Des baux commerciaux ou des baux professionnels. Non, alors nous personnellement, on n'a pas le cas. Non plus. Et c'est vraiment quelque chose qui est possible dans les baux commerciaux d'avoir deux indexations différentes sur le même loyer? Oui, on a sur nos cliniques, parce que nous on est exploitants de santé, on a des baux commerciaux qui sont indexés à la fois sur 50% ILC, 50% IPC santé, qui est un indice qui suit les évolutions des tarifs de santé. D'accord. Donc c'est accepté par, en l'occurrence là, par Primonial sur nos baux commerciaux. Eh ben, merci, ça nous permettra d'être plus créatifs sur nos baux à nous. Bah oui. Mais est-ce que Milo permet de facilement faire des indexations composites? Alors, non, pas du tout, justement. Ouais, justement, aujourd'hui, c'est le Bon, sujet. alors on vote pour l'indexation composite. Alors, voilà. Nos petits camarades. Aujourd'hui, effectivement, on a pris le sujet, du coup, on est en train de réfléchir. Alors, on a justement encore des questions sur ce point-là. D'ailleurs, du coup, je reviendrai probablement vers vous, Mathis, pour creuser quelques points à ce sujet. On est en train de réfléchir, du coup, éventuellement à mettre en place, du coup, la saisie d'indices pour répondre à ce type de cas. Voilà. Mais bon, il y a beaucoup de règles qui doivent rentrer en compte. Donc, j'ai fait une liste de questions longue comme le bras. Mais du coup, on travaille dessus pour déjà venir vous proposer quelque chose qui pourrait vous correspondre et le challenger après avec vous. Et autre sujet, au sujet de l'IA sur Milo, pour la saisie des baux, c'est pour quand? Ça, on aura un atelier en juillet sur ça. D'accord, Donc, ok. On travaille dessus en tout cas. On a eu déjà des premières présentations. C'était un de vos baux, je crois qu'on a utilisé dans le POC qui nous a été présenté. Et, pour l'instant, on est. Parce que nous, on a la content. rédaction qui est désormais sous IA. Donc, si on peut avoir la saisie, ce serait super. Très bien. Bon, on travaille aussi dessus. Donc, c'est un de nos sujets aussi qui est prioritaire. Donc, bon, et ben merci à tous pour cette session. Et puis à très très bientôt. Et n'hésitez pas à laisser un vote. Merci beaucoup. à tous. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.